c'est une dame que vous connaissez bien, c'est une dame que vous voyez souvent, c'est une dame qui se bat, c'est une dame qui, grâce à sa verve, n'a de cesse de se battre pour la femme, de conduire à bien ce combat. Elle a accepté donc passer toute la matinée de ce vendredi avec nous et elle est si bien installée. Maître Marie-Élise Bédot, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour, oui, ça va très bien. Bonjour maître et Bonjour, bienvenue. Serge. Merci. Ouais, le réveil pas trop difficile? Non, je suis une matinale, hein, donc Ouais. j'ai pas de problème pour me réveiller. Exactement comme nous alors. Alors, maître Marie-Élise Bédot, nous allons parler de la femme, Marie-Élise, de l'avocate, de l'ancienne ministre également, Ouais. et de la femme tout court, et des femmes béninoises, surtout, on l'a dit à l'entame de cette émission, à l'heure où le débat sur la représentativité des femmes dans les instances politiques, mais beaucoup plus, il faut le spécifier, actuellement à l'Assemblée nationale, agite le milieu politique. Nous avons décidé de faire également le débat et de vous faire participer. Alors, maître Marie-Élise Bédot, l'avocate, ça remonte à quand déjà? À quel moment exactement est-ce que vous avez dit je veux devenir avocate? Je pense que là, je fais référence à mes parents. Ouais. Parce que vous savez, Marie-Élise voulait être journaliste. Ah bon? Eh bien oui, j'en profite pour faire un coucou à Guy Kpakpo et à... Le pape. Non, comment il s'appelle? Oh, je vais me rappeler. D'accord. Hein, il est déjà à la retraite, comme je le vois plus souvent. Il fait souvent le football, le gros, là. Ah, bon, on aura en l'occasion reparle. de... Bien Donc, sûr. je peux On vous parle assurer de que Félix, je suis allée faire des essais de voix à l'ORTB à l'époque, parce que je voulais faire que ça. Mais quand même avec une petite peur au ventre, parce que c'était ça l'assentiment de mes parents. Ben ouais. Donc, je suis allée faire les essais de voix. Guy Kpakpo m'a reçu. On m'a dit, c'est parfait. On vous prend, vous commencez. Mais je n'ai pas eu le courage parce que quand j'en parlais déjà auprès de mes parents n'étaient pas d'accord. Vu la situation sociopolitique de l'époque, le marxisme-léninisme. oui. Et connaissant leur fille, mon papa disait, tu iras en prison, on ne peut pas gérer ça. Parce que je n'aurais pas la langue de bois, évidemment. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est comme ça que mes parents m'ont orienté plutôt vers la profession d'avocat. En me disant, mais voilà, tu auras une tribune pour parler, pour défendre les gens, pour dire un certain nombre de choses, sans être inquiété, puisque nous sommes protégés par notre profession. Et c'est comme ça que j'ai entrepris les études de droit et que je suis devenue avocate. Mais je ne le regrette pas, parce que je suis toujours, comme par hasard, avec les journalistes. Et comme aujourd'hui d'ailleurs. Comme aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Alors, vous vous rappelez la première fois que vous avez défendu quelqu'un? C'était quand? C'était en France. Parce que j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études en France, je suis devenue avocate en France. D'abord, pour trouver un stage, c'est très difficile. Quand vous sortez de l'école de formation des avocats, par rapport à vos collègues de français, mais nous, on est obligé de faire pratiquement tous les cabinets. Demander, téléphoner, rendez-vous, vous y allez. On dit, mais c'est vous qui avez téléphoné. Ah, mais vous êtes une noire. On ne veut pas de noir. Ou ainsi de suite. Il y avait comme une discrimination. Ah oui, c'est cela? non, ça c'était même pas caché. C'est-à-dire, vous prenez rendez-vous au téléphone, on vous donne rendez-vous, vous arrivez, et puis vous voyez tout de suite le choc. Ah, c'est une noire. Ah, ou bien, désolé, la place est déjà prise. Bon, bref, j'ai fini par trouver un cabinet où mon patron était très vieux d'ailleurs, mais qui m'a bien formé. Et un jour comme ça, bon, parce que j'étais stagiaire, donc j'allais dans les petits tribunaux, les tribunaux d'instance au départ, donc c'était rien ça. On faisait les comparutions immédiates, le pénal et tout ça. Mais mon vrai dossier que j'ai plaidé, je vous le dirai, je n'oublierai jamais. Dites-nous. Parce que je crois que c'était
un dossier qui devait passer devant la cour d'appel. Jusque-là, je ne suis jamais allée à la cour d'appel. J'étais dans les tribunaux d'instance. Et mon patron, qui avait un empêchement, m'a demandé tout de suite, écoute, Maître Gbedo, vous allez me substituer. Vous irez plaider, le dossier est prêt et tout, et je vais à la cour. Presque au pied levé. Hein? Pièce au pied levé. Bon. C'est un grand moment. Mais avec le boum, boum, boum dans le cœur, hein. Comme d'hab. Tu avais la peur au ventre, est-ce que ça va bien se passer et tout. Et je vois mon client. Et mon client me dit, c'est vous qui allez plaider? Je dis oui, Maître Sbero n'est pas là. Il présente ses excuses, donc je suis sa collaboratrice. Il dit, mais vous n'allez pas me défendre, je ne veux pas qu'une noire me défende. Oh là là. Ben oui, on nous le disait comme ça. Oh là là. C'est pour ça que je dis souvent Ça aux jeunes, devrait ne faire croyez mal, hein. pas quand vous voyez le produit fini que nous sommes devenus du jour au lendemain ce que nous sommes. On a souffert. Donc du coup, j'appelle mon patron. On avait des cabines téléphoniques à l'époque. Je dis, et lui-même il appelle. Il dit, celle-là ne va pas plaider mon dossier. Mon patron me dit, vous faites ce que vous voulez, c'est celle-là que j'ai sous la main. Et c'est là que j'ai compris que mon patron m'aimait parce que, à un moment donné, tu te demandes qu'est-ce que tu fous là. On était très durs, les patrons étaient très exigeants, très durs avec nous. Et mon patron me dit, écoute, hein, tu restes jusqu'à l'appel du rôle et tout. S'il ne veut pas, toi tu te présentes, tu dis que tu es la collaboratrice et puis voilà. Et s'il ne veut pas, tu rappliques. Il lui a dit, c'est la collaboratrice que j'ai. Alors, du coup, on appelle le dossier, moi j'avance, mais vraiment avec cette... Et puis encore, avec ce que ce monsieur me faisait, Exactement, ouais. Donc ça avait augmenté encore mon stress, comme on dit aujourd'hui. Et bon, ben, on a mis le dossier de côté, et le mois venu, on a appelé le dossier, et j'ai plaidé mon dossier. Et à la fin, il est venu me voir, il m'a demandé pardon. Parce qu'il s'est rendu compte que j'avais bien plaidé son dossier. Ouais. Et on est devenus De grands amis. de grands amis. Et il m'a demandé pardon, il est venu au cabinet, présenter des excuses à mon patron. Et puis, ben voilà. Ben ouais. C'est le bon souvenir que j'ai de mon Quelle premier humilité. vrai dossier devant la cour d'appel C'était en de France. Paris. Oui, oui. Et au Bénin alors? Au Bénin, bon, quand je suis arrivée, j'ai eu un dossier aux assises. Sinon, le BABA, bon, on va à l'audience, les jeux d'écriture, mais le dossier qui m'a beaucoup marqué, c'est un dossier aux assises où on s'est beaucoup battu pour faire sortir cette dame. C'était à l'époque, comment dire, le meurtre, l'assassinat d'une petite fille par sa patronne. Et j'ai réussi à démontrer la démence au moment des faits. Effectivement, on ne pouvait pas savoir. Vous savez, quand vous êtes avec les gens qui ont des problèmes psychologiques ou psychiatriques, c'est pas toujours évident parce que ce sont pas les fous ne sont pas forcément fous, hein. Ils ont leur moment de lucidité. Et c'est là que j'ai appris le mot des médicaments, les psychotropes et tout ça là, qu'on leur donne pour les ramener à la réalité. Donc, à chaque fois, tout le long de la procédure, lorsque ma cliente commence à déraper, parce que les psychiatres m'ont montré, j'ai travaillé avec les psychiatres à l'époque pour gérer ce dossier. Donc, au moment où ça commence à déraper, je fais signe au président, parce qu'on avait préparé ça. Donc, quand elle commence à déraper, je fais signe au président qui arrête la procédure, donc, enfin, l'audience. On lui donne ses médicaments un temps et on revient à l'audience et elle a la lucidité pour parler. Et j'avais gagné, bon, elle avait déjà fait 7 ans, bon, comme ça, et j'ai eu 7 ans, bon, pour couvrir... le temps qu'elle a déjà passé oui, en prison. Voilà. Alors, parlons à présent de Maître Marie-Élise Gbedo, qui est passée, je ne veux pas parler de la candidate, hein, on aura l'occasion d'y revenir, mais Marie-Élise Gbedo, au gouvernement, vous y êtes passée d'ailleurs 2 fois, si mes souvenirs sont bons. 3 fois. Kérékou et puis Yahi. Exactement. Mais qu'avez-vous appris en tant que ministre finalement? Avec beaucoup de recul aujourd'hui, est-ce que vous regrettez d'être passé par là? Ah non, je ne peux pas regretter, j'ai beaucoup appris, surtout que moi je suis du monde privé. Donc mon contact avec l'administration publique. Que j'ai toujours fustigé d'ailleurs. J'espère que ça ira bien parce que cette lenteur dans l'administration publique et comment les citoyens écrivent
aux ministres, écrivent même pour quelque chose dans l'administration publique, on jette ça, on ne répond jamais, on ne donne jamais de réponse. Moi, je n'ai jamais pu m'y faire parce que nous, dans le privé, on ne peut pas recevoir une lettre et ne pas réagir. Ouais. Alors que dans l'administration publique, bon, les fonctionnaires, je crois que c'est ça le mal de l'administration publique, c'est-à-dire que le fonctionnaire se dit, quel que soit Alpha, je serai payé. Donc, il ne se sent pas responsable de tout ce qui peut tourner autour de son administration. Alors, on laisse, donc, c'est les mauvais souvenirs, ça, mais sinon, quand même, je crois que j'ai de bons souvenirs. J'étais au ministère du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme à l'époque. Pour le tourisme, c'est moi qui ai commencé à faire venir les bateaux à l'époque pour les touristes. Absolument, voilà, et bon, après, c'est passé. Et bon, les collaborateurs surtout, à qui j'ai appris à être un peu plus rigoureux. Parce que vous savez, j'étais le ministre, j'ai pris l'habitude, je vous ai dit que je suis matinale. Moi, je dois être au boulot à 7 heures. Privé, donc, tout ministre que j'étais au boulot à 7 heures. Point. Au début, je crois que mes collaborateurs se sont un peu moqués en disant « Oh, elle veut montrer au président que bon... » Quel travail. J'ai dit « Vous ne savez pas ce qui vous attend. » Donc, c'est eux qui ont commencé à venir au boulot à 7 heures. Renseignez-vous, tous les ministères que j'ai faits, tous les directeurs techniques, je ne dis rien à personne. Moi, je viens et j'ai une méthode de travail, puisqu'il y a toujours des questions à résoudre, des problèmes à résoudre et des solutions à donner, à apporter également. Donc, moi, j'ai trouvé quelque chose. À 8 heures, moi, je suis dans la grande salle de conférence, tous les jours. Qui veut vient. Maître Marie-Élise Bédot a quand même occupé un poste stratégique, ministère de la Justice, garde des Sceaux. Oui. Comment se sent une femme garde des Sceaux? Mais normal, je ne me sentais pas forcément femme. Je suis ministre de la République, mais ma carrure, ma stature de femme ne jouait pas du tout. Je faisais un travail parce qu'il y a quand même une feuille de route, il y a un programme, parce que vous êtes avec un chef qui est le président de la République, qui assigne un programme pour le ministère de la Justice. Donc, ensemble avec mes collaborateurs, on fait l'effort de faire le travail assigné au ministère de la Justice. C'est ça que nous avons fait tout le temps. Mais je ne me sentais pas particulièrement femme garde des Sceaux. Non, j'étais une citoyenne au service de la nation. Ouais. Il y a quand même qu'à ce ministère de la Justice, à l'époque, il y avait eu une forte représentativité des femmes. Ben oui. Est-ce qu'elles vous ont tout donné? Êtes-vous satisfaite entièrement de ce qu'elles ont fourni comme travail? Je peux vous dire que dans tous les ministères où je suis passée, renseignez-vous, c'est moi, j'ai fait la promotion des femmes systématiquement. Moi, je me rappelle au ministère du Commerce et du Tourisme, de l'Artisanat, Kérékou m'a appelé pour dire, mais c'est quoi ici, là? Qu'est-ce que vous faites là? Je dis, mais ces femmes-là ont la capacité. Je ne peux pas comprendre qu'on ne donne la prime qu'aux hommes. C'est toujours les hommes qui sont les directeurs techniques. Il n'y en avait jamais eu. Moi, j'en ai nommé. Mais j'ai même eu des problèmes avec certaines femmes qui ont refusé. Ah bon? Ah oui, j'ai eu une femme qui a dit... Elles ont refusé pourquoi? À cause de son mari à la maison. Mbatagba, je ne veux pas d'histoire. Et elle est venue taper à ma porte. Je ne vous ai pas demandé de me nommer, mais je l'ai maintenue jusqu'à mon départ. Je dis, tu feras le travail. Et ton mari, là, il n'a qu'à venir me voir. Je vais te nommer. Tu fais ton travail, tu travailles pour la nation. On ne peut pas faire autrement. Tu es qualifié, c'est comme ça. Au ministère de la Justice, pareil, j'étais la première à nommer des directrices techniques. Ouais. Elles m'ont satisfaite. Je ne peux pas dire du mal. Je suis satisfaite. Donc, j'ai eu quelques petits problèmes. Mais en même temps, justement, parce qu'on se rappelle, à ce ministère, vous avez eu beaucoup de crocs en jambes. Oui, j'ai eu des crocs en jambes. Et ça venait des femmes, justement. Et ça venait des femmes, mais j'ai pris mes responsabilités aussi. Ouais. Et j'étais prête à ce qu'on m'enlève. Le président Yahi Boni, il est vivant, il est là. Je n'ai pas attendu parce que j'estime que lorsque j'ai des collaboratrices qui ne font pas leur travail, il n'y a pas de demi-mesure. Vous êtes en droit de les relever. Je suis en droit de les relever et je l'ai fait. Maintenant, j'attendais qu'on m'enlève puisque j'ai présenté le dossier.
Je n'ai rien fait de mal. Parce que j'ai constaté que dans l'administration publique, ce qui n'est pas le cas quand nous sommes dans le privé, le type, il est incompétent. Il ne fait pas son travail. Parce qu'il est le poulain d'un homme politique, il vous embête. Quand je suis allé au ministère du Commerce, là, ma première réunion, ils vont vous le dire, j'ai dit, tous ceux qui sont soutenus par le président Yahi Boni ici, ou bien les gens qui sachent très bien que c'est eux qui seront les premiers frappés. Si vous ne faites pas bien votre travail, si vous n'êtes pas à l'heure, si ne me donnez pas le rendement qu'il faut, je vais vous relever. Moi, je n'ai pas peur. Donc, allez le dire à votre parrain politique que ici, là, il nous faut des résultats. D'accord. Donc, si on vient jouer parce qu'on est le poulain de Yahi Boni, le poulain de tel ministre et tout, moi, je ne marche pas comme ça. Et j'ai toujours travaillé comme ça, sans problème. D'accord. Prête à ce qu'on m'enlève, ça ne me dérangeait pas. Et on ne m'a pas enlevé. Donc, ça veut dire que j'étais bon. Ben ouais, tout simplement. Maître Marie-Élise Bédot, merci d'avoir accepté notre invitation. On est là jusqu'à 8h45. Et puis, devant vous vont défiler tous les autres qui doivent participer à cette émission. Il y a des écrivains, il y a des artistes, etc., etc. Vous aurez l'occasion de le remarquer. Allez, tenez. À quoi ressemblerait la société si les femmes se voyaient confier la gouvernance? Comment réformerait-elle les choses? Est-ce que leurs priorités seraient différentes de celles des hommes? Qu'est-ce qui changerait concrètement dans nos vies si on laissait la gestion aux femmes? On vous l'a dit, à l'heure où le débat sur la représentativité des femmes agite le milieu politique, nous proposons de vous faire participer à ce débat aujourd'hui, débat auquel nous avons invité de braves femmes. Vous aurez l'occasion de le constater, mais il y a également des hommes. Absolument, des hommes et des femmes sur ce plateau pour faire le débat avec nous, un débat auquel vous pouvez évidemment participer. Les femmes peuvent-elles changer le Bénin? Les femmes peuvent-elles changer le Bénin? Vous pouvez répondre donc à cette question sur nos divers canaux de communication, notre compte Twitter, notre page Facebook ou encore sur notre numéro WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Et pour faire le débat en plateau avec nous, un homme, Gédéon Vegba. Bonjour. Bonjour Ricardo. Journaliste à la Radio Nationale. Vous êtes accompagné de très belles, braves et grandes dames sur ce plateau. À vos côtés, Afoussat Traoré, journaliste. Bonjour. Bonjour. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ancienne journaliste, évidemment. Et puis, Catherine Tawes. Vous la connaissez, n'est-ce pas? Vous la connaissez. D'ailleurs, vous êtes si bien habillée. Catherine Tawes, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis, notre invitée fil rouge, elle a accepté passer toute sa matinée avec nous aujourd'hui, Maître Marie-Élise Bédot. Merci de rester avec nous. Plaisir, c'est un plaisir. Alors, la première question, qu'est-ce qui nous rassure que les femmes, elles gèrent mieux que les hommes? La biologie. Non, moi je dirais même pas ça. Prenons la cellule familiale tout simplement. Transposons la cellule familiale. Du matin jusqu'au soir, la femme, elle fait quoi? Elle sert à quoi à la maison? Et l'homme sert à quoi? L'organisation de la maison est dans les mains de la femme. Est-ce qu'elle fait bien? Mais elle ne peut pas le faire sans l'homme. Je n'ai pas dit le contraire. Mais quand il faut vraiment mettre la main à la pâte, du matin jusqu'au soir, vous avez vu le travail d'une femme qui est à la maison? Bien sûr, elle a fait les enfants avec un homme, mais qui s'en occupe le plus? En termes d'activité quotidienne, qui s'en occupe? Est-ce que lorsque vous laissez un enfant à un homme tout seul, il peut s'en sortir tout seul, alors que la femme peut s'en sortir tout seul? Mais lui, il aura forcément besoin de quelqu'un pour lui venir en aide. Ça, c'est basique. Donc, mais on ne le revendique même pas. On trouve que c'est tout à fait naturel, c'est notre travail, c'est notre rôle d'équilibrer le bien-être de tout le monde dans la maison. Alors pourquoi on ne le ferait pas au sein de la société? Aujourd'hui, je vois des députés qui disent, oui, la femme.
Mais je vais vous dire, je ne vais pas les citer. Maintenant, s'ils me provoquent, je vais les citer. Ils ne le feront pas. Non, Bon. ne le faites pas ici. On a dit, c'est ça qui fait mal. Lorsque nous avons, eux-mêmes, ils ont fait en leur sein une proposition de loi sur l'égalité d'accès aux fonctions publiques entre hommes et femmes, parce que nous parlons de la société quand même. Mais on dit, cette loi est une loi qui va encourager la médiocrité. Eh bien voilà, sur le champ public, les femmes sont médiocres. Ça va encourager la médiocrité. Ça, c'était avant. Hein. Mais ils sont en pleine contradiction aujourd'hui avec tout ce qu'ils font. Je suis tentée même de dire, est-ce qu'ils sont vraiment sincères avec cette question sur la constitutionnalisation de la représentativité de la femme? Parce que nous sommes des champions en violation des tests, en non-application des tests. Est-ce que ce n'est pas tout simplement de la poudre aux yeux, encore une fois, parce que qu'est-ce qu'on nous propose? Vous avez des appréhensions par rapport à ça, c'est ça, oui, Maître Gwendo? quoique je ne suis pas contre le principe, mais j'ai des appréhensions parce que si on devait parler de tests, la Constitution avait déjà donné la possibilité par rapport à l'article 26 en disant l'homme et la femme sont égaux en droit. Comment l'organiser? Et c'est pour ça que des gens ont proposé en leur sein cette loi en 2013 où on en a entendu. On a parlé des intellectuels qui vont importer des lois d'ailleurs pour venir, comment dire, dénigrer les femmes ici et tout. J'ai tout. Je n'ai pas oublié parce que j'étais ministre à l'époque quand cette proposition de loi a été faite. Mieux encore, je ne suis pas satisfaite de la proposition qui est faite aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons 8% de femmes à l'Assemblée nationale. Ouais. La proposition, c'est pour aller seulement à 17%. Alors que dans ce pays... Est-ce que ça n'est pas déjà un début? Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Non, c'est parce que je les trouve trop en contradiction, parce que dans ce pays, ils ont proposé en 2010 une loi sur la représentativité de 20%. Et la Cour constitutionnelle avait trouvé à l'époque que c'était discriminatoire et non conforme à l'article 26. Ouais. Mais aujourd'hui, ils viennent proposer 17% seulement, lorsque au Sénégal, nous sommes à 44%, même au Niger à côté, nous sommes à 15%. Et mon Bénin à moi. C'est déjà un début. D'accord. Non, je ne refuse pas, mais je dis... c'est trop peu. Et mieux. Laissez-moi terminer mes idées. Oui, allons-y vite, on va passer à quelqu'un d'autre. Cantonner ça à l'Assemblée nationale tout seul. Ouais. Pourquoi cette proposition de loi n'est pas plus large pour que, aussi bien pour l'exécutif, en dessous de combien de femmes on aura au gouvernement? Nous avons eu 6 préfectures dans ce pays, on a eu 2 femmes. Aujourd'hui, on en a 12 et une seule femme. Et vous dites quoi? Ce n'est pas suffisant. Je ne suis pas contre le principe, mais il faut qu'ils aillent revoir leur copie. D'accord. Qu'est-ce qui changerait dans nos vies si on confiait la gestion, la gouvernance aux femmes? Tout changera positivement. C'est pour ça que j'ai parlé d'abord de la cellule familiale. Nous ne sommes pas des adversaires. Hommes, femmes, on n'est pas des adversaires. Ce n'est que cette complémentarité qu'on veut voir véritablement dans les comportements quotidiens, que ce soit des hommes publics, en fait, dans la société en général. Or, ce n'est toujours pas le cas. Je reviens encore à Marie-Élise. Comme il a dit, vous savez tout ce qu'on dit de Marie-Élise dans ce pays? Si je devais écouter tout ce qu'on a radoté sur moi, mon mode de vie, mon ceci, mon cela, comme je le dis, je suis la pute de la République. Mais je n'ai jamais regardé ça. Je parle avec mes enfants. Vous me connaissez. Je suis divorcée. Et alors? Mais est-ce que si j'étais mariée, c'est que je ne parle pas de ma vie. Si j'étais mariée, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que je serais arrivée à ce niveau? Donc, il faudrait penser aux autres femmes. Moi, je les comprends. Parce que même aujourd'hui, je suis en train de coacher les jeunes filles pour dire, écoutez, ne laissez pas les choses s'arrêter comme ça. Beaucoup de jeunes filles entrepreneurs, je dis, allez-y. On a peur. On a peur de ce qu'on dira de nous. Même, elles sont fiancées, elles sont mariées. Ah,
mon copain ne veut pas que machin. Déjà, même copain, hein, le copain ne veut même pas voir ça. Le copain, ils sont même pas encore mariés. Et quand ils seront mariés, donc ça veut dire que le poids culturel continue. Et nous ne sommes pas les seuls. Parce que ça soit aux États-Unis ou en France, en Asie, oui, mais ce n'est pas pour cette raison. Donc, moi, ce que je dis, je veux que les députés ou bien l'exécutif, c'est à eux de faire le travail. Parce qu'eux, ils occupent une certaine place pour montrer aux populations que c'est faisable. Si le président de la République, par exemple, sur 24 membres du gouvernement, on essaie d'en mettre au moins 12. Je dis au moins 12. Le Béninois lambda va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Les députés, ils font l'effort de respecter la parité qui se trouve tout simplement dans l'article 26. Quand on parle de parité, les gens croient que c'est autre chose. L'article 26, c'est la parité. Comment faire les choses de façon équitable? Le citoyen lambda pourra voter facilement pour la femme. C'est parce qu'en haut, on bloque. Quand on bloque, on nous dénigre. Et quand on nous dénigre, ne demandez pas aux citoyens de nous regarder autrement. Afoussa Traoré, est-ce que la femme ne gagnerait pas à pouvoir donner des conseils à l'homme que de prendre des responsabilités et rester au-devant? Les conseils d'une femme sont toujours bien. Est-ce que l'homme ne gagnerait pas à donner des conseils à la femme et la laisser rester en avant? Pourquoi voulez-vous que nous soyons dans l'ombre? Le problème, il est à quel niveau? Je veux comprendre. Pourquoi vous avez peur que la femme soit le visage, que vous avez peur que ce soit la femme qui soit au premier rang? Pourquoi elle devrait rester derrière, donner les conseils, laisser quelqu'un d'autre s'approprier le fruit de sa réflexion, de son intelligence et bomber le torse? Je ne comprends pas. Oui, elles le font déjà. Elles ne gagneraient pas à donner des conseils, mais elles le font depuis des centaines d'années. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi est-ce que l'homme n'accepterait pas de prendre un pas en arrière et de donner des conseils pour voir comment ça avance? Parce que la femme n'a pas toujours le cran. Encore une fois, celles qui ont le cran, vous leur tapez dessus. À la maison, la petite fille, on lui dit quoi? On l'éduque en lui disant qu'elle est La petite fille inférieure. est éduquée comment dans notre société? Moi, je peux vous dire... Hein, on n'a plus que 5 minutes. Hein, si moi, je n'avais pas eu les parents que j'ai eus, je ne suis pas sûre de faire ce que je fais aujourd'hui. Moi, j'ai eu cette chance-là. Chez moi, il n'y a pas garçon, il n'y a pas fille. On a été éduqués et je dis, j'avais une maman très calme, pas aussi bouillante que moi, mais elle savait où elle allait. Moi, je dis, j'ai toujours vu ma maman autrement. Et mon papa aussi m'a beaucoup aidé. Parce que mon papa, je l'ai vu à la cuisine, je l'ai vu ramener des ravitaillements, je l'ai vu aider ma maman. Donc, du coup, mes frères sont comme ça. C'est pour ça que vous insistez sur la cellule familiale. Ils respectent leur femme et tout. Donc, moi, j'ai eu cette chance de voir un homme qui est mon père, qui... Hein, et je dis même toujours, c'est lui qui m'a même appris à faire la cuisine. Pour vous dire. Donc, mais malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance. C'est pour ça que je suis si indépendante d'esprit, parce qu'on m'a laissé toujours aller. Donc, il faudrait savoir que c'est un problème d'équité. Il faudrait revenir à l'éducation, parce que nous sommes victimes, tributaires de l'éducation reçue, et dans la société, c'est des stéréotypes. On va marier Elise, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, voilà. D'accord, maître. Il n'y a pas de grande différence. En France, on a vu Ségolène Royal, qui est allée à la primaire, désignée candidate du Parti Socialiste. Vous avez vu tout son parcours. Elle est revenue. Elle a été ministre dans le gouvernement de son ex-mari. Je pense que le débat est ailleurs. Il faut qu'on fasse... Deux minutes. C'est dommage. Pour Ségolène Royal. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a dit? Si toutes les femmes se mettent à faire la politique, qui va s'occuper des couches ça, c'est nos pilotes débats. Non. Il y a ça, c'est la même chose. Je suis obligé de vous interrompre. Merci. Je suis obligé parce qu'il faut... Je suis obligé de vous interrompre. Merci, maître Marie-Élise Guado, d'être venue sur le plateau. C'était un plaisir, mais est-ce que je peux me permettre d'envoyer encore un message aux députés? En 20 secondes. Qui cessent de dire que les femmes n'ont qu'à se battre comme nous pour venir ici à l'Assemblée nationale. Ils n'ont qu'à faire leur travail de législateur et je leur demande d'élargir cette proposition de loi qu'ils veulent constitutionnaliser à toutes les autres institutions pour qu'il y ait véritablement l'égalité et surtout l'équité. Merci. L'équité en faveur des femmes. Merci beaucoup. Merci, maître. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve lundi. Prenez soin de vous.